Qu'ils soient de l'armée de terre, de la marine nationale ou de l'armée de l'air, depuis des décennies, les tireurs d'élite fascinent le grand public. Dépeints tantôt comme des héros solitaires à l'aura mystérieuse, tantôt comme des rois de la gâchette, ils véhiculent bien malgré eux des fantasmes loin de leur réalité. Un bon tireur pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à suivre une constance de tir. C'est quelqu'un de très patient, posé, et qui met tout en œuvre pour réussir à toucher sa cible au premier coup. Ça demande énormément de travail et de rigueur. On n'est pas dans le cinéma, on n'est pas dans la virtualité, on est dans la réalité. Ce mois-ci, le Journal de la Défense vous invite à dépasser les clichés pour pénétrer dans le monde très fermé de ses experts et être au cœur d'une spécialité qui elle aussi doit s'adapter aux nouvelles menaces. Vous allez découvrir quelques-unes des missions de ces soldats rustiques, au sang-froid maîtrisé. Le 7e art a largement participé à la création du mythe du tireur d'élite en le décrivant souvent comme un quasi-surhomme. Pour le réalisateur Stéphane Ribojad, auteur du film Force Spéciale, la fascination pour ce personnage romanesque s'explique pour plusieurs raisons. Je pense que le cinéma aime l'idée qu'un personnage puisse être un guerrier à part entière tout en étant un peu isolé, ce qui est assez jubilatoire au cinéma, parce que du coup ça permet de porter plus d'attention sur le personnage, sur son ressenti, sur ses émotions. Il y a plein de choses qui peuvent passer, parce qu'il n'est pas forcément dans un acte de guerre très sensationnel, donc on se repose surtout sur sa psychologie. Ça a une symbolique, c'est le guerrier froid, insensible, qui vise que entre les deux yeux et qui doit faire mouche, et puis qu'une fois qu'il a terminé, il n'a aucun état d'âme. Non, c'est pas vrai, non. Et puis il ne faut pas croire non plus que le tireur d'élite, c'est juste, il est bête et méchant et qu'on lui donne un ordre et qu'il tire. Non, surtout au sein de ces petites unités, ils ont déjà, on attend d'eux d'avoir beaucoup de discernement et de pouvoir éventuellement engager ou non engager en fonction des situations. On est dans l'exagération. Il faut qu'il y ait du sensationnel, il faut qu'il y ait de l'action, il faut que ça soit visuel. Ouais, ça marche au cinéma, ouais. Mais dans la réalité, c'est un peu différent. Allez, il faut y aller, messieurs. Nous allons rapidement nous en rendre compte sur le plateau du Larzac dans l'Aveyron. C'est ici qu'une fois par an, les tireurs d'élite de l'armée de terre s'affrontent lors d'un challenge national. Ça te va ? Si, je fais 3 mesures. Ils ne concourent pas seuls, mais en équipe comme ils ont l'habitude de travailler en opération. Pendant près d'une semaine, ce sont donc 13 groupes composés d'un chef d'équipe, d'un tireur et d'un observateur qui vont se confronter de jour comme de nuit à travers 22 épreuves. Le panneau bleu, visuel. Des épreuves qui sont à la fois tactiques, techniques, physiques et qui ne sont pas uniquement centrées sur le tir. Sur cet atelier, chaque équipe doit repérer 5 objets cachés dans la végétation. Une fois qu'ils prennent position, ils peuvent se mettre à genoux, mais interdiction de se déplacer sur leur zone d'installation. Donc il faut pouvoir durer dans la durée, il faut trouver la bonne position idéale. Parce que si on n'est pas à l'aise, ça va être compliqué de tenir au total 40 minutes. Là aussi, c'est une bonne analyse de leur environnement d'installation. Tu vois face à toi le gros carré en pierre? Oui. Ok, tu décales sur la gauche, tu verras une plaque d'immatriculation. J'ai besoin des chiffres. Un quart. Ah ouais? Cette épreuve teste leur sens de l'observation, une qualité qui est primordiale chez ces soldats, car paradoxalement, le tir ne représente qu'une infime partie de leur métier, 10% de leur travail en moyenne. Vous mettez juste en arrière, et dans 5 minutes, je vais vous donner les coordonnées. Le prochain point à atteindre. Sur le terrain, leur principale mission consiste surtout à collecter du renseignement, parfois même derrière les lignes ennemies. D'où l'obligation d'exceller dans l'art de passer inaperçu. Leur discrétion et leur patience vont d'ailleurs être évaluées dans un exercice d'approche. La piste, que vous voyez qui repart en direction le réceptacle LGI, qui va repartir et qui va arriver jusqu'à la position 12-01 où vous avez fait l'épreuve 12-01, tir dans la profondeur avec la mobile. Visuel? C'est bon, ça vous parle? Les équipes ont 4 heures pour s'infiltrer et rejoindre une zone de tir sans être détectées par les observateurs. Leur
préparation doit donc impérativement respecter quelques principes. Il y a disons qu'il y a des trucs à pas faire, comme se faire les yeux tout noirs, ou des trucs comme ça. Ils vont tous revêtir la célèbre tenue de camouflage Ghillies qui permet de se fondre dans l'environnement. Le sergent Gaëtan a choisi une cape agrémentée de branches prélevées sur site comme tenue, plus légère et facile à supporter sous la chaleur. Cet ancien tireur d'élite à la tête de l'équipe du 152e régiment d'infanterie de Colmar en est à son 4e challenge. Il sait donc à quelle difficulté s'attendre. En fait, il suffit d'un objet sur nous qui fait reflet et on peut se faire voir à des kilomètres. Après, il suffit d'un faux mouvement, de plier une branche au mauvais moment. S'il n'y a pas de vent, ça peut signaler une présence. Il y a tellement de choses qui peuvent nous déceler. C'est pour ça qu'il faut aller doucement et faut être calme. Commence alors un jeu du chat et de la souris, impitoyable physiquement et nerveusement. Chacun d'eux va devoir ramper et maintenir des positions de gainage parfois douloureuses. Au cours de cette lutte silencieuse qui en opération peut durer jusqu'à 36 heures, c'est leur ténacité et leur abnégation qui sont éprouvées. Allez l'équipe, debout. Debout. Debout l'équipe, on a fini, on rentre à la maison. Situés sur un point haut, les observateurs qui sont des instructeurs tireurs d'élite ne quittent pas leur monoculaire et anticipent les différentes tactiques mises en place. S'ils réfléchissent bien, ils vont déstabiliser les observateurs, c'est-à-dire nous, en nous faisant attendre. Ils peuvent se mettre à un point fixe et ne plus bouger. Et à ce moment-là, nous aussi, on peut perdre patience et c'est à ce moment-là qu'eux vont profiter pour avancer. L'adjudant Anthony a déjà repéré 2 équipes et semble en avoir détecté une 3e. Attendez. À droite, droite. Avancez. Et vous passez dessus. Menteur. Reprise. T'as vu où je l'ai emmené? Mettez-vous tous dessus, ils sont là. Raté pour cette fois, mais la traque continue. Il est juste derrière ce buisson. C'est sa tête qui l'a trahi. 3 pas à gauche. Quitte à écraser la cible, l'intuition de l'instructeur est bonne. Gaëtan et ses coéquipiers Anthony et Quentin sont démasqués à leur tour. Sans doute un peu trop tôt. Moi je suis pas content. Ça n'a pas été assez loin. Ah, ça n'a pas été très loin après. C'est compliqué à plusieurs équipes parce qu'on peut pas prendre les chemins qu'on veut parce qu'il y a notre équipe. Donc on se gêne un peu tous entre nous. Puis il y a énormément de découvertes. Pour avancer, c'est vraiment horrible quoi. Si tu manges le sol et. C'est le genre d'endroit où normalement on s'aventure pas trop. Quoi. Ouais, voilà. Ou alors de nuit. Et là, 2 jours comme ça, c'est du suicide. Malgré leurs efforts, aucune équipe n'atteindra le point de rendez-vous. Cette fois, les évaluateurs ont gagné la partie. Le soir même, tous sont attendus pour un tir de nuit. Les trinômes doivent détecter les cibles thermiques, puis les neutraliser. C'est un travail de coordination avec un pointeur laser qui va ramener le tireur, lui qui a un intensificateur de lumière au niveau de sa lunette, sur la cible. Et une fois qu'il a l'acquisition d'objectifs, il va la traiter dans la foulée. De jour, ils peuvent tirer jusqu'à 1800 mètres. Mais dans l'obscurité, les capacités sont plus restreintes. Avec leurs fusils de précision PGM et à l'aide de fusées éclairantes, ils vont pouvoir cibler des objectifs entre 500 et 800 mètres. La nuit a été courte, le répit aussi.
Le lendemain matin, ils sont attendus pour un tir de bonification. Toutes les munitions qui n'ont pas été utilisées lors des ateliers vont pouvoir être récupérées et leur apporter des points supplémentaires. Merci, pour pouvoir faire un bon tir, ils vont devoir prendre les éléments suivants, entre autres, pour faire simple, la distance de l'objectif, qui elle est connue, puisqu'en plus on leur donne, mais ils ont aussi les moyens de pouvoir la télémétrer, et tous les paramètres environnement qui sont liés à la météorologie et bien évidemment à la munition. Dans les 5 premiers mètres depuis le bord, tu as une motte d'herbe en plein milieu du gravier. Ouais, vu la botte, ouais. On confirme là-dessus d'abord. Ok. Terminé, début du tir. Ils ont 10 minutes pour effectuer leur tir à 400 mètres. 10 minutes de concentration où tout se joue à 1 millimètre, à un souffle. À chaque coup parti, une onde de choc percute la poitrine du tireur, mais se ressent bien au-delà par tous ceux qui sont à proximité. Derrière son fusil PGM de plus d'1,30 m, Anthony essaie d'emmagasiner les points sous le regard attentif des évaluateurs. Pour le jeune première classe sorti du stage tireur d'élite longue distance il y a seulement quelques mois, la compétition est l'occasion de se mesurer au meilleur. Ah ok, 12-7. 4, c'est ça. Allez, on part du 10. 1, 2, 3, 30. Ok. Oui. Ici, 1, 2, 3, 4. Oui. C'est un très bon résultat. Au vu, combien il y avait de cartouches de 12-7 vous aviez en tout? 19. Elles y sont dedans. Voilà. Si à terre la prise en compte de l'environnement et de la météo est capitale, la règle n'est pas forcément la même en l'air. Sur la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy, nous avons rendez-vous avec un tireur d'élite embarqué, spécialiste de l'appui-feu air-sol. Vous vous doutez bien que quand on est à la porte d'un hélicoptère, on n'a pas le temps de prendre la pression atmosphérique et la température et le vent, parce qu'il y a le vent relatif, donc on tire beaucoup moins loin, mais on ne se camoufle pas puisqu'on est à bord d'un hélicoptère, bien évidemment. En revanche, on applique aussi des tactiques que je ne détaillerai pas ici, en relation avec les pilotes. Pour ce type de tir vers le sol, ils utilisent un fusil HK417. Alors bien sûr, quand on l'utilise en vol, il est doté d'un récupérateur d'étui, puisque toutes les armes qui tirent en vol à bord d'une machine sont équipées d'un récupérateur d'étui pour éviter justement que les étuis ne passent dans la cabine ou dans les commandes. Avec ce type d'arme, doté d'une lunette bien évidemment, on peut tirer jusqu'à 600 mètres pendant cette configuration. En vol, on tire jusqu'à 250-300 mètres. Cette technique permet de délivrer des tirs précis en limitant au maximum les risques de dommages collatéraux et a déjà été utilisée en opération. Interception de véhicules sur axe, ça s'est produit donc lors d'une opération en Afrique. Une équipe de TEAFAS a intercepté un véhicule. Sur ordre du commandant de bord, ils ont effectué un tir de semonce, donc en anglais un warning shot. Ce tir de semonce a suffi pour dissuader les hommes à bord du véhicule, donc ils se sont arrêtés, ils se sont enfuis, et ça a permis, sans causer de dégâts collatéraux, sans détruire le véhicule, d'intercepter un véhicule qui de mémoire était chargé d'armes et de produits stupéfiants. Mais cela demande bien sûr une solide expérience. D'abord, il faut avoir une certaine aisance en vol, puisque voler, ce n'est pas quelque chose de naturel. Parler à la radio quand on est en vol, on sait tous parler à la radio, mais parler à la radio quand on est en vol. Savoir ne pas parler à la radio quand le pilote parle à la radio, donc on fait partie de l'équipage. On est avec nos camarades pilotes, donc qui ont leurs contraintes à eux. D'accord ? On allie deux activités à risque, je mets les guillemets à risque, c'est-à-dire le vol, qui n'est pas naturel pour un être humain, et le tir. Si les tireurs d'élite de l'armée de l'air sont capables de neutraliser des objectifs au sol, ils ont aussi la capacité de le faire en l'air. Certains d'entre eux participent à la protection de l'espace aérien français, dans le cadre de la mission de posture permanente de sûreté aérienne. Tout comportement anormal d'un aéronef peut donner lieu à une intervention des moyens de l'armée de l'air, et notamment de ses hélicoptères. Lorsqu'ils sont déclenchés, le tireur d'élite et son chef d'équipe mènent la plupart du temps des missions d'assistance.
Ils se servent d'abord d'une pancarte pour communiquer avec les aéronefs en difficulté, mais ils sont capables d'aller au-delà sur ordre en cas de risque avéré. C'est ce que nous expliquent les membres de l'escadron de protection de la base aérienne 107 de Villacoublay. On peut monter en puissance, c'est-à-dire on peut utiliser une arme avec des tirs de semence, donc c'est de la FLIR, des cartouches éclairantes, qui va permettre vraiment à l'aéronef en question de ne pas pouvoir nier qu'il nous a vus. C'est-à-dire qu'une fois que les cartouches sont parties, ça fait un grand trait lumineux, il est obligé de nous avoir vus. Ensuite, si l'individu est vraiment malveillant, qui refuse d'obtempérer, on va pouvoir utiliser la force létale. Mais dans toute l'histoire de l'armée de l'air, aucun tireur d'élite n'a jamais eu à ouvrir le feu. Le fait de voir un hélicoptère militaire avec des tireurs qui ouvrent la porte, rien que pour mettre un message d'avertissement, c'est suffisant pour dissuader la totalité des aéronefs, même s'ils étaient malveillants. En 2018, 61 décollages d'hélicoptères sur alerte ont eu lieu dans le cadre de la sûreté aérienne. Être toujours prêt à intervenir est donc un impératif. On s'entraîne énormément dans le but d'être le plus professionnel possible le jour où on devait avoir besoin de nous et intervenir dans le cas réel. On a 2 campagnes de tir air en Corse, 2 fois par an, où on s'entraîne sur des cibles qui sont tractées depuis un hélicoptère, où il y a une espèce de sonde qui nous donne nos résultats en temps réel. Donc on a des chargeurs à 20, et sur une passe, on part ça peut aller de 500 jusqu'à 0 mètres. En général, on tire à partir de 200 ou 300, jusqu'à le plus proche, jusqu'à ce qu'on vide notre chargeur en se rapprochant. Et une fois encore, la symbiose de l'équipage est essentielle au bon déroulement de l'intervention. On a énormément de cohésion, on se connaît, on vit ensemble au travail, on se voit aussi à l'extérieur, on partage énormément de moments, on est vraiment proches et on a créé des liens qui permettent à chaque tireur que j'ai, je sais que je vais mettre une position différente pour le venir à la porte parce qu'il aura ses habitudes, il sera plus performant sur certaines positions ou dans certains cas de configuration. De retour sur le plateau du Larzac, le challenge des tireurs d'élite touche à sa fin avec la très redoutée marche commando. On va balayer du sac, hop, 26-200. 8 km chronométrés, lestés de 25 à 35 kg. Chaque équipe devant totaliser un minimum de 75 kg de matériel pour valider son épreuve. 800, on est bon aussi. En arrivant en haut, la ligne d'arrivée, quand vous faites que vous franchissez à 3. Pour Gaëtan, Quentin et Anthony, c'est la dernière ligne droite. On a dû dormir 4-5 heures. Ah, c'est de l'autre côté? Ah, pardon. Cette course, tous vont la terminer au mental. Avaler les kilomètres et les dénivelés sans réfléchir, mais en restant. En 1h08, quand les meilleurs n'auront mis que 56 minutes. Allez, c'est bien les gars, allez. Merci, on est premiers. Les sacs sont repesés afin de vérifier qu'aucune équipe n'ait eu envie de se délester en cours de route. Soit on est premier du début, soit on est premier de la fin, faut choisir. Vous l'avez fait, c'est le principal. De toute façon, dans les histoires, on se souvient du début et de la fin. Voilà. Même s'ils le pensent, ils ne le sont pas. Le principal, c'est de le finir. L'année dernière, il y avait 36 kilos, c'est pas mal. Une nouvelle fois, tous auront prouvé leur goût de l'effort et du dépassement de soi. Des qualités indispensables pour ces hommes. Une fois douchés, les participants vont pouvoir échanger avec des industriels et tester le matériel qui pourrait les équiper demain. Dans un contexte de durcissement des conflits, la modernisation de l'équipement de ces soldats est une des priorités du ministère. Cette société, on va vous présenter 2 produits, une lunette thermique
et un calculateur balistique. Cette 7e édition a un côté un petit peu innovation, puisqu'effectivement la section technique de l'armée de terre est présente, avec un certain nombre d'industriels qui sont venus présenter des matériels. Et puis une équipe, dans les 13 équipes qui ont participé à ce challenge national, eh bien, une équipe qui était équipée de matériel innovant, voilà, donc dans une logique un petit peu expérimentale. Cette année est une année de réflexion. Il s'agit aussi de construire, je dirais, la capacité tram, tireur de précision, tireur d'élite du futur. Alors, il y a une première échéance qui sera en 2020, puisque le fusil, l'armement de dotation des tireurs d'élite longue distance, donc le PGM 12-7 sera rétrofité, donc il sera valorisé. Donc c'est une échéance importante, voilà, qui permettra justement de ce que je disais tout à l'heure, hein, de conserver la supériorité à la fois technologique et puis doctrinale sur nos adversaires. Alors, en priorité... Dans cette recherche d'outils plus performants, rien n'est laissé au hasard. On se pose beaucoup de questions sur les calibres, de l'amélioration de notre armement. Donc on fait venir certains industriels, ils nous présentent leur matériel, ils présentent également le matériel aux forces, puisque c'est quand même les forces, c'est nos opérationnels qui vont l'utiliser. Souvent on dit oui mais ce matériel ça fait 400 grammes de plus. Oh, c'est rien 400 grammes, des fois quand on a pris un poids, du poids 400 grammes c'est rien du tout. Mais si vous rajoutez 400 grammes par-ci, 400 grammes par-là, les munitions, tout ça, ça fait énormément, ça fait du poids. À la fin, les opérationnels, c'est des sacs de 40 voire 50 kilos qui portent sur le dos. Donc c'est vrai que le but c'est le poids, mais après il y a aussi la technique. Il faut avoir une arme voilà, qui tire à certaines distances, les distances que l'on demande, et également dans l'optique ou l'optronique, il faut avoir du matériel de qualité. Enfin, arrive l'heure des résultats. Je félicite toutes les équipes, de la première équipe à la dernière équipe, voilà, pour avoir participé à ce rendez-vous annuel de très haut niveau, puisque le niveau est particulièrement relevé. Les légionnaires du 2e RAP accèdent à la première marche du podium, tandis que les Diables Rouges de Colmar finissent au milieu du tableau, à la 7e place. Moi je m'attendais parce que j'ai vu les lacunes qu'on avait, maintenant ça va travailler. Il fera mieux l'année prochaine. Peut-être qu'une année je reviendrai pour prendre ma revanche. Les faire progresser collectivement était un des objectifs du challenge. Mission réussie, chacun d'eux va repartir avec des conseils pour être le plus performant possible. Aujourd'hui, une règle demeure. La différence sans doute entre un métier fantasmé et la réalité du terrain, que ce soit sur terre, dans les airs ou sur l'eau, en France ou sur les théâtres d'opération, dans l'armée conventionnelle ou chez les forces spéciales, pour ces experts, le tir est toujours le dernier recours.